Et bonsoir tout le monde. Le bouquin donc parle de Zanzibar et mêle énormément de références historiques avec absolument aucune prétention à une vérité quelconque, hein, parce que le bouquin est sur le registre du conte plutôt. Donc du coup, il y a des références. On ne sait pas ce qui est inventé, exagéré, de ce qui est, on va dire, réel, vérifié. Et du coup, je me suis dit, tiens, on peut essayer d'aller voir dans l'histoire de Zanzibar s'il y a bien toutes les influences qui nous sont expliquées dans le bouquin et s'il y a bien certains événements historiques qui seraient arrivés, en tout cas qui arrivent dans le bouquin, notamment en termes d'histoire politique. Et il y a un événement qui est peut-être celui qui était le plus marquant d'un point de vue histoire politique dans le bouquin, c'est-à-dire le bombardement par les Britanniques, qui en fait correspond à un moment de l'histoire de Zanzibar, même si l'auteur ne le situe pas au même moment, ni avec les mêmes personnages, etc. Donc, en gros, euh, Zanzibar, c'est une île qui actuellement est au large de la Tanzanie et qui, politiquement, est une entité autonome au sein de la Tanzanie. Et en fait, historiquement, Zanzibar a toujours eu des particularités politiques. Parce que, c'est une île qui a une position stratégique, donc c'était assez intéressant parce que le dernier bouquin qu'on a vu, c'était aussi un bouquin sur un pays qui est, à la frontière entre plusieurs, zones d'influence et Zanzibar, c'est pareil. Parce que du coup, on est dans l'océan Indien, on est un peu une interface entre l'Afrique, le sous-continent indien, le monde musulman, etc. Et du coup, en fait, dans le bouquin, on nous présente des groupes de personnages très identifiés qui correspondent en fait aux différents peuplements de l'île. Donc il y a ce que l'auteur va appeler les Africains ou les Noirs. C'est des gens qui appartiennent au peuple bantou et qui ont peuplé l'île à partir de 3000 ans avant notre ère. Ensuite, il va y avoir un autre groupe de personnages qui est musulman, euh, arabe ou perse, et ça correspond en fait à la deuxième vague de peuplement de cette île avec l'immigration perse et le moment de l'islamisation au 8e, 9e siècle de notre ère. Il va y avoir plusieurs nations européennes. Les premiers à être dans ce secteur du monde, ça va être les Portugais à partir du 15e siècle, qui vont fonder la ville homonyme au pays, qui est la ville de Zanzibar. Et dès le 16e siècle, il va y avoir une concurrence britannique et il y a notamment tout un passage de l'histoire de Zanzibar avec une reine. À ce moment-là, l'île est divisée en, on va dire, deux sous-royaumes, hein. C'est ma manière de l'expliquer, c'est très simplifié, mais au nord, il y a une reine qui s'appelle Fatouma, donc qui est un nom du coup que l'auteur reprend pour un des personnages de son histoire. Et c'est une reine qui est alliée aux Portugais et qui va être capturée par les Omanais en 1696 et son fils va faire allégeance aux Omanais pour conserver le pouvoir dans sa famille et du coup les Omanais vont reprendre le contrôle comme ça de l'île et ils vont garder ce contrôle sur l'île jusqu'en 1890 où les Allemands et les Britanniques signent un traité où ils se partagent en gros deux zones d'influence sur les îles d'Afrique de l'Est. Et les Britanniques obtiennent le sultanat de Zanzibar dont ils font un protectorat. On est en 1890. Et en fait, 6 ans plus tard, il y a la fameuse guerre la plus courte de l'histoire qui est nommée aussi comme ça dans le livre et qui se passe à peu près comme le livre l'explique, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un énorme bombardement et en fait, la guerre, elle dure le temps du bombardement. Donc, qu'est-ce qui se passe en 1896? Le sultan meurt. Alors, le sultan qui meurt, il s'appelle, et je le dis sans accent aucun, hein, Aman ibn Tuwaini, et c'est son cousin qui va lui succéder, et lui, c'est Khalid ibn Bargash. Sauf que lui,
Khalid, il est proche des Allemands et pas des Britanniques. Et du coup, les Britanniques lui posent un ultimatum et lui disent: «Tu as jusqu'au 27 août, 9 heures du matin, pour abdiquer et quitter le palais du sultan. Si tu le fais pas, on attaque». Le sultan ne le fait pas et il pense que, l'attaque va avoir lieu dans la ville. Ça va être un siège et donc il barricade le palais, il se prépare à un siège. Sauf que les Britanniques, bah, à 9 heures, ils vont pas du tout envoyer leurs hommes sur place. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'avec la flotte, ils vont bombarder et ils bombardent le palais. Ils, heu, ils zonent le palais. Bon, alors après les bombardements de l'époque, c'est pas, les bombardements les plus précis, donc il y a énormément de morts, civils. Il va y avoir un feu qui va se propager dans la ville et cetera, donc la ville, elle est touchée, bien évidemment et donc selon les sources, ça dure entre 38 et 50 minutes de bombardement et quand les bombardements s'arrêtent, bah, la guerre s'arrête, en fait, parce que, bah, les Britanniques, ils ont un peu plié le game et donc on a 500 morts côté zanzibarite et un blessé côté britannique, qui est un artilleur qui s'est blessé en faisant son boulot, en fait. C'est pas du tout, une blessure, par un combat. Sauf que pendant le bombardement, le sultan s'est réfugié dans le consulat allemand. Donc les Britanniques, ils arrivent dans le palais du sultan. Ils placent sur le trône, un homme de paille qui est Hamoudi ibn Mohammed, qui va régner à peu près 6 ans. Et pendant ce temps, en fait, donc le sultan, officiel qui a dû quitter, le pouvoir, par, l'attaque britannique, lui, en fait, il va rester, confiné dans le consulat allemand et les Allemands vont finir par réussir à l'extraire et à l'amener à Dar es Salaam, en Afrique orientale allemande, donc dans les colonies allemandes. C'est le 2 octobre 1896 et il va y rester pendant, 20 ans. Et ce qui se passe, c'est que dans le contexte de la Première Guerre mondiale, qui a lieu notamment dans les colonies, dans les combats coloniaux, les Britanniques vont finir par mettre la main sur Khalid ibn Bargash. Et ils vont l'exiler où? Eh ben, ils vont l'exiler à Sainte-Hélène. Jusqu'en 1925 où il va être autorisé par les Britanniques à rentrer en Afrique orientale. Alors j'ai pas réussi à avoir plus de, précisions sur où est-ce qu'il va en Afrique orientale. Est-ce qu'il arrive vraiment à rentrer à Zanzibar? Apparemment, de ce que j'ai compris, il y arrive pas et il meurt, 2 ans plus tard. Tout ça, ce petit zoom sur, cette fameuse guerre la plus courte de l'histoire, je l'ai parce qu'il y a un magazine d'histoire néerlandais qui a fait un article dessus et qui a été traduit dans le Courrier international. Le magazine, c'est Historique, je sais pas comment on dit. Donc clairement, l'auteur, il connaît l'histoire de Zanzibar et il l'utilise pas du tout pour, expliquer ou quoi, mais il y a quand même un gros, gros message politique dans son récit, je pense. Abdelaziz Baraka Sakine, c'est un monsieur qui est né en 1963 au Soudan, qui a reçu plusieurs prix pour ses, livres, mais en fait, pas mal de ses, œuvres ont été, censurées dans son pays. Heu, Généralement, l'explication vient du, contenu à caractère sexuel qu'il y a dans ses, livres et c'est vrai que, il y a du contenu à caractère sexuel, mais en fait, ces livres sont aussi très souvent des satires sociales où il y a un message politique assez fort et donc derrière ce reproche du contenu à caractère sexuel, il y a une forme de censure qui est beaucoup plus, politique. Lui, il vit en exil. Alors, selon le site de la maison d'édition qui a publié en France, La Princesse de Zanzibar, il vit en France et il vit aussi en Autriche. Il a, il a donné un entretien au Guardian où il explique que, s'il s'est mis à écrire de base, c'est pour, évacuer, sa peur d'une guerre. Il écrit également des livres pour enfants, avec des petits contes, africains et sur Wikipédia, donc ça reste Wikipédia, mais j'ai vu que, il avait eu des, posts, assez, importants, parce qu'il représenterait en fait
une partie de la culture, d'Afrique de l'Est, et qu'il a une parole politique, qui est engagée et il aurait été, selon, Wikipédia, il aurait été conseiller à l'ONU, notamment. Donc Mmh. enfin voilà, c'est un monsieur qui est reconnu, à l'international et même dans son pays parce que en fait, donc toujours selon Wikipédia, apparemment il est très lu Oui, j'ai au Soudan. sous le manteau apparemment. Voilà, c'est ça. Et donc ce livre-là, en France, il est paru chez Zulma, qui a une collection qui est dédiée à la littérature étrangère et qui a publié, 3 autres de ses bouquins et c'est ce que j'ai mis sur la scène, sur Twitch. Il y a 3 autres bouquins, dont 2 qui ont eu des prix et le troisième qui est tout à droite, c'est le plus récent. Et à chaque fois, Et ils ont il y a, on le met dans la catégorie, «conte» entre guillemets. et c'est toujours avec le même traducteur, si je ne me trompe pas. Du moins par rapport à je sais qu'il a eu plusieurs ouvrages traduits par, celui, qui a traduit La princesse de Zanzibar. Je sais que moi je vais un peu aborder la traduction rapidement, Eh bah, oui, mais voilà. En tout cas, il aurait un c'est Xavier traducteur Dupont. attitré. Je sais pas si c'est un traducteur attitré ou si Zulma a, un traducteur par grande, catégorie de langue, parce que Abdelaziz Barakasakin écrit en arabe. Donc je sais pas si c'est le traducteur de Zulma pour les auteurs de langue arabe, ou si c'est, le traducteur de Ouais, Abdelaziz. je sais il a traduit en tout cas, au moins 2 ou 3 ouvrages, heu, pour lui, et je crois que c'était de ce que j'avais vu, en tout cas pour ces mêmes éditions, heu, que et après pour, s'il a publié dans d'autres maisons d'édition avant ou peut-être plus récemment, ça c'est possible qu'il ait pu changer. Mmh. Contrairement effectivement à l'auteur du mois dernier, qui avait le même sur plusieurs ouvrages, et justement, il en parlait, il était très content que ce soit un peu son traducteur en français, avec qui il échangeait. Mmh. En tout cas, dans sa bibliographie, le livre qui est le plus, réputé, c'est les Django et j'avais hésité à proposer entre les Django et la princesse de Zanzibar. Heu, mais bon, j'ai fini par proposer la princesse de Zanzibar, peut-être j'aurais dû, faire les Mmh. Django, mais les Django, c'est son bouquin le plus réputé et du coup, la princesse de Zanzibar, elle a été, censurée également en Oman, ou à Oman, Ouais, je sais pas comment on dit. Je crois qu'on dit à Oman, voilà et je crois qu'on dit à Oman. c'est vraiment pas étonnant parce que le portrait de la, domination, omanaise sur l'île de Zanzibar est vraiment, vraiment catastrophique donc c'est pas très étonnant pour un pays qui n'est pas une démocratie de censurer un contenu comme ça. Parce que c'est vraiment, pas du tout le mettre en avant, vraiment pas. Donc voilà. Peu de personnes ont un profil, très très, reluisant finalement dans le roman. Enfin, toutes les on va dire les forces narratives, sont très grises, à minima, disons. Bah, ça, c'est, la question qui m'a traversée pendant tout le bouquin. C'était Mmh mh. une grande question de lectrice. Est-ce qu'on peut En tout cas, on peut s'attacher à un récit dans lequel on ne s'attache à aucun personnage? Où on n'a pas donc a d'affect priori, pour les personnages? Parce que clairement, bah, ça reprend un peu, le bouquin de la dernière fois, hein, mais le bouquin de la dernière fois, il y avait un côté peut-être plus humoristique, en tout cas moi je l'ai reçu comme mmh, ça, un côté plus burlesque, c'est peut-être pas le bon mot, mais grotesque. Voilà, il y avait un côté beaucoup plus mmh, grotesque, qui moi me faisait sourire et qui allait pas non plus dans le trash.
heu, Ouais, que là, on est dans le c'était corps. lourd mais pas ouais. Voilà et que là, on est vraiment dans le corps donc il y a un côté vraiment très corporel et quand on parle de domination avec l'esclavagisme, et cetera, bah, ça peut être vraiment trash, moi, je trouve quand même. Et du coup, vraiment, moi, ça a été ma question, c'était: «Est-ce qu'on peut s'attacher à un récit dans lequel, on ne s'attache à aucun personnage?» Et c'est pas qu'on se dit: «Ah, ce personnage est vraiment mal écrit», c'est qu'aucun n'est per aucun personnage ne donne à voir la moindre, heu, petite parcelle de positif, tu vois? C'est vraiment ils sont toi, tu dis: «Ils sont dans le meilleur des cas gris». Moi, ouais, j'en ai un ou 2 qui est gris, mais tous les autres, Oui c'est et en c'est des sales en gros personnes, pour quoi. ouais, mais on va pour résumer le pitch, pour, qui en rebondissant un peu sur ce que tu as pu introduire, mais pour être vraiment sur ce qui se passe dans le roman, on va suivre, grosso modo, surtout, mais donc la princesse de Zanzibar, qui est la fille du sultan, sur, quasiment la moitié du roman et c'est entrecoupé, parce qu'on passe un peu d'un point pas d'un point de vue à l'autre, mais en tout cas d'un espace à un autre, parce que finalement la princesse de Zanzibar va effectivement, entre guillemets, «quitter son palais». Et on va aussi, après être au niveau de son père et en fait, on va avoir, le moment où elle est, bien princesse et son père est vraiment sultan et on va voir l'arrivée de ces influences étrangères qui vont changer la nomenclature politique et cetera, de l'île et la princesse va fuir avec, l'eunuque qui effectivement est noir et a toujours été auprès d'elle pardon, depuis qu'elle est petite, donc avec qui elle a un lien un peu particulier, qui est explicité, qui évolue au cours du roman et le sultan lui-même qui est un affreux bonhomme absolument dégueulasse, qui, en plus qui est veule, qui est tout ce que vous voulez, et voilà, qui doit dealer avec ce qui se passe parce que lui effectivement n'a pas envie de quitter son palais et son pays. Et c'est entremêlé effectivement d'autres personnages et d'autres façons de voilà, de ce qui se passe, au sein de la ville et au sein de l'île, que ce soit, les esclaves, qui sont en fait les locaux et qui ont été, qui seront possiblement libérés par les forces, européennes, mais bon, on sait très bien ce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et et les puissances, occidentales et surtout les Anglais. Les Allemands, les Français sont juste, évoqués dans mon souvenir et un ou 2 autres personnages qui vont être, présents, rencontrés par, les protagonistes ou, du moins cités pour, évoquer, certaines choses à certains moments. Mais on va vraiment, voilà, suivre, heu, la princesse, le sultan et l'eunuque et dans voilà, 2 espaces différents, au moment de cette prise de pouvoir, cette nouvelle colonisation européenne et cette fameuse guerre de 38 minutes et une ouverture sur l'après et donc effectivement, nous avons donc beaucoup de personnes assez affreuses et donc je suis content que tu commences à ouvrir sur, ton ressenti vis-à-vis des personnages et ton empathie et ta projection parce qu'a priori, on est à peu près d'accord. Mais donc je te laisse continuer maintenant, ton propos là-dessus. Bah, c'est une question ouverte, hein, en vrai, est-ce qu'on peut moi, je trouve qu'en fait, c'est bien parce que les histoires, il y a des histoires à raconter où, bah, personne n'est tout blanc, et c'est bien aussi de montrer ça. Je pense que, le côté conte, comme ça, comme c'est une écriture qui enferme les personnages dans soit un rôle social, soit comment dire? Rôle narratif? Ouais, mais moral ou social, en fait, Mmh. c'est le conte, c'est quand même le récit où les personnages sont le plus ancrés, où ils évoluent le moins. En fait, Mmh. voilà, dans un conte, celui qu'on dit ça il va être méchant, bah, il peut faire tout ce qu'il veut, mais au final, la prophétie se réalisera, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Entre ce registre-là et le fait, que, en fait, l'auteur, ce qu'il veut, c'est dénoncer à quel point, le territoire et la population locale ont été exploités par, toutes les puissances étrangères possibles, sous Mmh. plusieurs prétextes possibles, ben, en fait, ouais, moi, je trouve ça intéressant que l'auteur se dise: «Bah, je vais pas avoir un héros, positif, qui va sauver quoi que ce soit»,
on est dans du sale, bah, mes personnages, ils vont être négatifs, quoi. Après, je sais pas si tout le monde je sais pas si tout le monde a eu aussi peu d'empathie que moi pour les personnages. Tu vois, la princesse, je me dis, il y a peut-être des gens qui se disent: «Oh là, bah, elle est» enfin, clairement, dans le récit, à un moment donné, on nous dit qu'elle est innocente, mais non. Enfin, désolée, mais Non, clairement pas. voilà. Elle a enfin, ils se sont enfuis et tout, elle a jamais affranchi son esclave, hein, elle est restée Non. la dominante, ce qu'elle veut, c'est retourner, elle s'est retournée à Zanzibar pour pouvoir, en fait, reprendre les rênes et tout et pas dans un but de, on va, on va libérer tout le monde et tout, hein, en fait, elle veut le pouvoir, elle a pas du tout de remise en question de sa domination. Elle s'excuse quand on lui dit, «Ton père, il a violé ma mère». Ah bah, je suis désolée, bah, d'un autre côté, qu'est-ce qu'elle peut dire? Ils subissent tous de la Mmh, part des autres personnages, ils font tous subir à d'autres personnages et donc voilà, mmh, on est dans une, chaîne comme ça, on est dans une spirale assez négative. Il y a Méridienne qui dit: «Je pense que justement, il n'y a pas de personnage auquel s'attacher du fait du pour bien». mmh, Ben, c'est ça. Donc moi, en fait, c'est pas que, je vais pas reprocher à l'auteur que les personnages, je m'y attache pas parce que je pense que c'est voulu, parce que c'est le message. C'est oui, que oui. de telles situations de domination, ça rend tous les hommes vils, en fait. C'est tout, quoi. Qu'on soit le dominant, le dominé, qu'on soit le révolutionnaire, celui qui accepte, peu importe, en fait, tout le monde a un côté survie et dans un système social qui est d'une violence extrême. Bon alors c'est peut-être parce que, pour, pour l'émission, sur mon compte rendu d'histoire, précédente, j'ai pas mal relu du Frantz Fanon que je suis là-dedans, mais moi, j'ai trouvé que le choix était intéressant, mais du coup, en tant que simple lectrice, est-ce que je peux apprécier le récit qu'il y a? Bah, oui, parce que le côté conte permet quand même de, se détacher. On n'est pas face à des personnages qui pourraient être, hem, des humains, réels. En fait, le côté conte, c'est bon, bah, lui, je sais qu'il représente, voilà, le sultan, il représente, vraiment, toute la domination verticale. Il passe un sale quart d'heure, bah, j'ai pas d'empathie parce que, de toute manière, je sais ce qu'il représente dans le récit. Ça demande une lecture un peu différente. Ça va pas être un livre qu'on va lire parce que: «Oh, tel personnage que j'adore, mince, qu'est-ce qui va lui arriver?» Là, c'est plus, «Oh là là, qu'est-ce qui va se passer encore?» Tu vois? C'est pas la même lecture. Sachant que, oui, normalement, l'écriture de Sundus, qui est l'eunuque attaché, à à la princesse et qui, voilà, qui la suit slash l'enlève en fuyant la ville pour, espérer, voilà, arracher sa liberté, l'air de rien, est présenté comme amoureux de manière assez étrange de cette femme. Enfin, présenté un peu comme s'ils avaient grandi comme un frère et une sœur parce qu'elle aurait été respectueuse vis-à-vis de lui. Il la désire un petit peu, il comprend pas trop pourquoi et c'est un peu explicité, mais sans forcément très fouiller de mon point de vue et je m'attendais peut-être à un peu plus de ça, mais ça reste un conte et pas un roman psychologique. Mais ça, je le trouvais assez intéressant. Mais effectivement, bah, ce qui même si Sundus en lui-même est un personnage qui est positif dans le sens où enfin, genre, c'est un esclave qui arrive à fuir et il est un peu perdu et il entretient une relation un peu particulière avec la personne qui le possède directement. Les rapports avec effectivement elle sont, bah, un peu étranges et c'est pas assez poussé de mon point de vue pour, vis-à-vis de Sundus pour, comprendre toute cette complexité, de mon humble point de vue. Et vu que la princesse, bah, reste dans une position un peu brinque-ballante de c'est une femme enlevée, mais elle est amoureuse de son ravisseur et en même temps, elle a envie qu'il soit libre. Elle dit qu'elle veut rentrer chez elle, finalement, après qu'ils aient fui, mais elle veut le suivre partout. Donc c'est assez fouillis, assez brouillon et donc ça amène pas à s'intéresser véritablement à Sundus aussi. Ça brouille un petit peu le suivi de de ce pseudo-protagoniste qui ne l'est donc pas vraiment, parce qu'il donne en tout cas pas le titre en français, même si je sais plus le titre. Attends, il faut que je vérifie, je l'avais noté dans mes notes, mais c'est pas le titre effectivement normalement. Enfin, j'étais un peu surpris du titre en français pour le coup, parce qu'on la suit pas complètement elle en réalité, et ça c'est un titre qui permet de bien se vendre.
le titre laisse entendre, vraiment ramène un petit peu au roman historique, un petit peu plus et avec vraiment un personnage, qui a, effectivement un peu fui le pays au moment où, voilà, tout s'écrasait un petit peu, dans le cadre historique que tu as présenté qui s'appelle, enfin, qui en tout cas c'est renommé, Émilie Rouetté, je ne sais pas comment on le prononce exactement. Et effectivement, elle, pour le coup, a fui en Allemagne et est mort en Allemagne. Et son nom, effectivement, d'origine était Saïda Salm. Hem et effectivement, c'est une princesse de Zanzibar et d'Oman. Et et je pense que ça permet, en mettant la princesse de Zanzibar, c'est un peu sexy sur une couverture et ça se ramène au personnage un peu historique. Donc ça amène une ouverture à être intéressé par ce personnage-là qui est assez exceptionnel quand même. Mais ça casse un petit peu, je trouve, peut-être le message à l'intérieur qui est quand même une volonté de présenter un moment historique assez particulier, assez trouble, assez difficile pour toutes les personnes noires présentes à Zanzibar heu, bah, on leur dit d'un coup: «Vous êtes libres» et en même temps, il y a aucun accompagnement des puissances, qui sont aussi coloniales, mais qui sont censées les libérer, on va dire, d'un giron arabe. Enfin, donc c'est très étrange. Donc je ne sais pas si c'est, une petite erreur d'édition vraiment française et de traduction et de voilà, de marketing, on va dire, sur le marché français. Heu, ou si c'est aussi lié possiblement un peu à des choses dans la lecture, dans le fond, qui moi m'ont un peu troublé ou un peu perdu en tout cas. Franchement, moi, je crois pas que le sujet de l'auteur, ce soit justement cette période historique, parce qu'il prend tout, il mélange tout. Il prend 150 ans qu'il Oui, mélange entièrement. Du coup, moi, je pense, bah, d'ailleurs, oui, Méridienne le dit, est-ce que quelqu'un peut se sortir de sa condition? Bah, je pense que c'est la question, enfin, pour moi, c'est ça le sujet. Parce que, tous les personnages qu'on voit, ils essayent à part le sultan qui a déjà tout, et encore vis-à-vis des Anglais, il essaye de sortir de sa dépendance. Enfin, il essaie de trouver des solutions, pour conserver un maximum d'autonomie, mais en fait, tous les personnages qu'on voit, ils aimeraient être plus libres, et au final, ils échouent tous. Même, la oui. chanteuse. Même la chanteuse, hein, ils disent bien, bah, en fait, ce qu'elle souhaitait, ça arrivera, elle sera morte depuis longtemps, enfin voilà. Et Mmh. et oui, l'eunuque résume sa vie à la seule relation humaine qu'il connaisse. Et puis il y a tout ce côté, en fait, quand il dit: «C'est elle ma liberté» et tout, il a très bien compris que, sans elle, lui, il est plus personne. Donc il y a ce côté, il continue cette relation, là. Donc bien sûr qu'il peut y avoir de l'amour et tout, mais parmi tout ce qu'il y a, beh, ils ont besoin l'un de l'autre. Elle, elle a besoin de sa protection parce que, bah, maintenant elle est plus dans son palais. Lui, il a besoin d'elle parce que, au final, il garde, un rôle en étant à côté d'elle, enfin voilà. Moi, je pense pas du tout que l'auteur ait voulu raconter l'histoire de Zanzibar et tout. Je pense qu'il a pris ce pays-là parce que, bah, il y a eu tellement de dominations successives que c'est l'apogée de, de la domination, de l'esclavagisme, et du coup, c'est dans ce contexte-là qu'on peut un peu, poser ce genre de questions, existentielles, quoi. Bah, effectivement, ça m'a vraiment sauté aux yeux au moment où il parle véritablement, plus là de la population qui est alors déclarée comme affranchie, mais pas véritablement et qui sont en train de errer et que c'est très compliqué pour eux de comprendre en fait, comment vraiment vivre à ce moment-là et les maîtres restent en même temps et savent rien faire et on voit bien que le sultan est ridicule parce qu'il est même pas capable de se torcher. Et je fais genre: «Ah OK d'accord, je pense qu'effectivement on en est arrivé à ça» et vu qu'il l'expose véritablement sur au moins un chapitre. Heu, L'idée de sortir de sa condition et de sortir d'un voilà, d'un paradigme social et qui est une forme effectivement de par rapport au conte, de destin et cetera, c'était effectivement, un peu clair. Mais, il y a tellement d'autres choses, sur la forme qui, de mon point de vue, perdent un peu, que je savais pas trop enfin, je sais pas. Ah oui, voilà, le titre à la base, voilà, du moins alors en anglais, parce que en ouvrant l'ouvrage, ils mettent en arabe et j'ai beau pouvoir, il y a pas de vocalisation, donc je reconnais les consonnes, mais je suis incapable de connaître le mot. Mais donc je ne sais
bon, je pense que le titre en anglais, là, que je vois, n'est même pas le titre en arabe. C'est Slavers Banquets. Donc, on est encore sur autre chose, comme voilà. Et ouais, le titre, voilà, parce que Slavers Banquet, c'est comme donc le banquet des esclavagistes, pour ceux qui ne parleraient pas très bien anglais. Euh, Là, c'est plus compréhensible aussi en anglais à la rigueur, parce qu'on voit vraiment que c'est vraiment qui va se servir dans ce pays et que vont faire les gens qui prennent le pouvoir à ce niveau-là et qu'est-ce qu'ils vont donc consommer de ces territoires et des populations qui habitent ces territoires-là. Donc, je trouve ça plus clair comme intention derrière sur ce qui se passe et sur ce qu'il veut dire. Mais voilà, le titre est, pour moi était un peu trompeur et, et c'est à force de lire et en rentrant dedans, je fais alors ok, finalement voilà, c'est pas historique, c'est pas trop compte, enfin si dans la forme, mais l'intérêt est effectivement plus sur toutes ces forces et ces conditions de personnages, comment elles se confrontent et comment elles se croisent. Bah, justement, si on part sur la forme, Par exemple, parce que c'est le premier truc qu'on va voir, ça permet aussi encore une fois de faire un petit parallèle avec le roman qu'on avait abordé le mois dernier. Il y a encore une introduction des chapitres, mais cette fois-ci par un extrait, ouais. et en fait, au début, je pensais pas que c'était le cas en lisant le premier extrait, le premier chapitre et finalement donc je vois que c'est le cas. Je vois que c'est la même chose à chaque fois et en fait, c'est une espèce de mise en bouche, mais et ça va pas gâcher, ça va pas spoiler, ça va pas gâcher la lecture du déroulé après du chapitre. En vrai, j'ai pas compris l'intérêt, mais je suis peut-être passé donc à côté de la chose. Je sais pas si c'était vraiment parce que j'ai pas trouvé de réponse en tout cas sur est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire beaucoup. J'ai jamais vu ça en tout cas spécialement. Et c'est pas forcément les passages qui sont les plus. J'ai essayé de comprendre. Est-ce que c'est vraiment un passage extrêmement évocateur? Est-ce que si on les met bout à bout, on trouve qu'on comprend quelque chose et ça permet vraiment, je sais pas, de résumer une intention, etc., ou en termes de tonalité ou quoi que ce soit, et du moins, je passais à côté et j'ai pas réussi à avoir de réponse. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté de les lire. Et, et aussi, après, donc, vraiment sur le texte en lui-même, je ne sais pas si c'est lié à la traduction qui, malheureusement, peut-être, a fait un choix spécifique d'être très littéral, peu adapté, avec une tonalité précise en français qui serait propre au traducteur. Je trouvais qu'il y avait des choses qui étaient extrêmement lourdes en français. Euh, il y a des phrases qui sont extrêmement longues, et c'est moi qui dis ça, donc pour vous dire, je sais ce que c'est que faire des phrases beaucoup trop longues à l'oral comme à l'écrit. Et par exemple, il y a un moment où en fait, il y a une blague avec, et c'est vraiment une répétition, en gros, sur l'appellation du sultan et de la princesse qui doivent avoir un suffixe qui est béni, béni de Dieu. Et en fait, donc, il y a un moment donné où on fait une blague sur la main du sultan, donc qui est aussi béni de Dieu parce que c'est une partie du sultan. Et donc, il y a un aspect très redondant là-dessus, moi qui m'a pas fait rire, parce que malheureux, enfin voilà, c'est parce qu'il gifle un esclave et on dit, bah, c'est de sa main droite, de sa main droite, béni de Dieu, il gifle à l'esclave. Et en fait, on a une répétition là-dessus. Et en fait, je comprends parce que c'est un truc très corps et c'est un truc, c'est pour montrer toute l'absurdité de la chose, mais c'est des lourdeurs malheureusement qui, moi, n'ont pas fonctionné parce qu'il y avait d'autres lourdeurs et d'autres répétitions qui étaient moins orientées sur voilà, un aspect ridicule ou un aspect comique. Donc je passais un peu à côté aussi malheureusement. Et parfois, j'ai même vu des reprises de certaines remarques d'un paragraphe à l'autre parce qu'on change de point de vue entre deux personnages, mais c'est la même formulation pour exprimer une idée. Alors, c'est des petites choses comme ça qui fonctionnent peut-être très bien en arabe, possiblement, ou qui donnent un aspect poétique, ou du moins un aspect vraiment, je ne sais pas, en termes de sonorité ou enfin, de rythme et voilà, de musicalité, possible, et qui sont très redondants en français. Et donc, moi, j'ai un peu buté sur ces trucs-là, mais après, c'est parce que peut-être je fais une fixette quand je vois des répétitions, etc., même quand j'essaie d'écrire à peu près correctement, où c'est vraiment des choses, moi, qui m'embêtent beaucoup. Mais voilà, ça m'a un peu gêné. Mais toi, je sais pas si t'as ce genre de choses, tu les as remarquées ou pas du tout? Et si tu as peut-être remarqué d'autres choses qui seraient un peu plus sympathiques que ce que je viens de dire ou qui iraient dans mon sens, mais avec d'autres points? Alors en ce qui concerne, les petits extraits en début de chaque, chapitre, pareil que toi, je me suis dit: «Ah bah purée, il y a un mois, on disait: "Ah bah ça c'est original et il a l'air de faire pareil" et puis en fait c'est un extrait donc c'est pas pareil» et moi aussi j'ai arrêté de les lire parce que parce qu'en fait, c'est vraiment un extrait.
Donc j'avoue que ça m'a rien apporté. J'ai également cherché, j'ai pas trouvé si c'était une manière de faire et moi, en fait, j'ai trouvé aussi que les phrases étaient très longues. J'ai essayé de lire à voix haute, j'ai pas trouvé un rythme, mais pareil que toi, je me suis dit: «Je pense que c'est le bouquin qui nous rappelle quand même l'enjeu de base de notre Mmh. aventure, qui était réfléchir à tout ce qui est traduction». Parce que je me suis dit, j'ai l'impression, et donc ce n'est que mon impression, que c'est un bouquin qui est écrit sous un format vraiment, de 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 conte à l'oral. Parce qu'en C'est fait, possible. il y a plein de moments qui sont redondants et quand tu lis, tu es là bon alors franchement, actuellement, il y a vraiment beaucoup de bouquins qui sont dans la répétition, parce que, on a l'impression qu'ils se disent que le lectorat va avoir oublié le truc, tu vois? Et là, tu as l'impression que c'est pas ça. Tu as l'impression que c'est vraiment une manière de Non, non, faire. je pense pas, non. C'est une manière Ouais, ouais. de faire et je me suis dit: «Bah, en fait, si on était en train d'écouter l'histoire, je pense que ça passerait beaucoup mieux qu'à la lecture où on se dit, Mmh. oui, effectivement, en changeant de personnage, on nous raconte la même chose, moi, le narrateur, il m'a un peu troublée parce que, j'avais l'impression qu'il était, en dehors, comment on appelle ça? Les narrateurs, on dit Extra-diégétique, enfin très, externe en tout cas. c'est ça et de temps en temps, il dit: «Nous» et donc Oui, c'est vrai qu'il y a des moments un peu de voilà, en fait, c'est un flux de confiance un peu avec un point de vue enfin, peut-être un point de vue un peu étrange effectivement, où tu il c'est est pas ça. vraiment omniscient et en même temps il l'est et donc ça rejoint peut-être ce que tu dis, où il y a peut-être un aspect de quelqu'un qui le raconterait, donc ce qui est normalement le cas dans voilà, dans un narrateur externe et cetera, mais plus comme si effectivement on nous le racontait en face à face et pas par un espèce d'intermédiaire écrit. Ouais, Et j'ai eu sur l'impression certains qu'il y traits de avait ça. formulation, il y a peut-être un peu de ça effectivement. Enfin, maintenant que tu le dis, je comprendrais un peu mieux, Mais et ce qui Méridiane dit pareil, elle a pas compris non plus a priori, comment, les extraits, comment s'orienter et où se positionner, comme si tu étais dans une salle et tu sais pas où te positionner parfaitement pour bien entendre la personne qui est en train de parler. Il y a un aspect comme ça, et en parce que c'est une plus, espèce de long flux de conscience un peu étrange. il dit d moi, j'ai vu 2 fois «nous». Et une fois, le «nous» désigne le groupe des dominants, les maîtres, et une fois, le «nous» désigne les révoltés, les esclaves qui se révoltent. Et Mmh du mh. coup, je me suis dit: «Ouais, j'ai l'impression que, c'est écrit pour que en fait, tu écoutes et on te répète les choses pour, susciter l'émotion». La voilà, le côté moqueur à l'écrit, très répétitif, le sultan à chaque fois, c'est «récemment béni de Dieu» et cetera. Je suis sûre Mmh. qu'à l'oral, ça passe beaucoup mieux. Oui, Enfin bien sûr, oui, oui, clairement. je me suis dit, il y a un côté, peut-être qui est très, tradition orale et en même temps, bah, je j'y connais rien et de ce que j'ai lu, l'auteur se présente pas du tout comme un conteur ou autre. Ouais. Mais ouais, moi, il y a eu j'ai trouvé ça, j'ai pas trouvé l'écriture, comment dire? Je l'ai pas trouvé poétique. Bah, Alors en que fait, c'est c'est ça le truc. visiblement un peu comme ça, cet auteur. Ouais. Je l'ai pas trouvé poétique. Au début, je me suis dit, c'est, parce qu'il y a voilà cette question de la traduction et une volonté d'être redondant et après, bah, il y a toute la, corporalité. Voilà la scène, du maître qui va faire ses besoins, elle revient plein de fois Mmh. et en fait, Oui, oui. chaque scène revient plein de fois parce que chaque scène va être présentée sous tous les points de vue. Parce que même la princesse, Ouais, quand elle est dans le village, en Afrique continentale et que, bah, elle doit se débrouiller pour aller aux toilettes, bah, le chef du village va faire une mention de: «Elle a pas su se débrouiller toute seule» et en fait, je pense pas qu'ils soient obnubilés par, les questions, le caca. voilà. Je pense que c'est parce qu'en fait vraiment, il veut que le lecteur comprenne les points de vue de toutes les personnes et il met pas en avant un point de vue en particulier, vu que tous les points de vue sont assez, bah, dans le meilleur des cas, très gris. Mais voilà, j'ai vraiment eu cette impression-là, mais ça crée effectivement une certaine lourdeur. Juste ouais, c'est ça, c'est qu'il y a des phrases qui sont très, très, très plates
qui passe peut-être plus à l'oral et en même temps, il y a des moments plus poétiques quand même. Il y a des bonnes formules, il y a des moments effectivement où moi j'étais un peu justement bien surpris et d'autant plus parce que ça suivait des choses un petit peu plates, quelques phrases juste avant et peut-être que l'aspect oral, euh, et enfin peut-être qu'il y a un aspect comme ça effectivement oral qui fait que ça dessert la chose, qu'on est très sur un aspect très en fait, avec une attente peut-être de quelque chose parce qu'on est en train de le lire. Et en même temps, moi, je me dis que c'est peut-être aussi lié à ma lecture où je l'ai lu d'un bloc, mais quasiment, je l'ai quand même lu vraiment de manière assez concentrée sur un temps court. Peut-être qu'en scandant un peu plus la chose, peut-être que c'est imaginé comme ça par l'auteur qui espère plutôt qu'on le lise ainsi. C'est peut-être moins visible, moins sensible, et donc ça aurait été une lecture un petit peu plus agréable parce que forcément un petit peu plus légère. Mais je ne sais pas. Donc moi, je mets ça aussi sur ma lecture potentiellement. Bah, moi je me suis dit si je me mets dans mon imaginaire très occidental des contes, orientaux, en fait, il y a une redondance. Le Mm. livre le plus lu au monde, c'est Les Mille et Une Nuits. C'est Mhm. le plus imprimé et le plus lu, au monde. Et, et en fait, si on lit vraiment l'édition originale et pas qui a été recoupée je sais pas, les scolaires ou Oui. les occidentaux ou autres, ça Dans le commence, sexe, quoi. ouais, ça commence toujours pareil, c'est très Mm. cadré. Le récit est très cadré et j'ai l'impression que c'est un peu le cas ici aussi. Donc c'est pour ça que moi, vraiment, je me suis dit, je suis dans un conte. La lecture était pas fluide et en même temps, Mm. bah, la fin, est-ce qu'on s'y attendait? Moi, je m'attendais à ce que ça se finisse pas bien, parce que tu as bien compris que ça Ouais. peut pas bien se finir, vu le propos de l'auteur. Mais est-ce qu'on s'attendait à une fin comme ça? Et du coup, la fin m'a paru très rapide, pas dans le sens bâclé, mais dans le sens, ça fait des dizaines et des dizaines de pages qu'on est dans ce village. euh, Ouais. que les Britanniques ont assis leur domination et en fait du coup il y a un côté euh, ouais il nous a aussi un peu endormis quoi. Moi Tout à fait. les deux vieux, les deux personnes âgées, je me disais c'est bizarre, ça sort de son cadre, justement, narratif. Ça sort ils sont Mhm. pas vraiment identifiés, ils te disent on fait partie de ce groupe, mais on n'a pas la même opinion qu'eux. Donc je me disais, ah, on est dans la fin, on est dans le... ça va déclencher la fin, mais je m'attendais pas à cette fin-là. Pas du tout. Non plus. Alors, avant de parler de la fin, moi, enfin, pour défendre quand même un petit peu l'ouvrage, dans le sens où, voilà, jusqu'à présent, voilà, j'ai mis des choses négatives, mais je trouve que, genre, le passage où les questionnements du village, dans lequel, donc, bah, le couple se réfugie au départ, après avoir fui le palais et la ville de Zanzibar. Euh, je trouve qu'il y avait, voilà, il y a une crainte de toutes les menaces extérieures et la volonté d'un peu de se préparer pour se défendre parce que le village a conscience qu'il y a eu des mouvements politiques et des attaques et donc ils savent pas trop quoi faire entre eux. Est-ce qu'on prend une lutte armée? Est-ce qu'on fait une révolution? Est-ce qu'on reste dans notre coin? Ils disent qu'ils ont naturellement peur de la mer à cause des Portugais. Et que, enfin, il y a des choses comme ça, je trouvais qui étaient parfois dit un peu rapidement, mais je trouvais que c'était un passage globalement assez joli, qui était assez intéressant, même si après, effectivement, donc, ce qui ramène vers la fin, c'est très long et ça nous endort un peu jusqu'à vraiment, on va dire, la scène finale et le paragraphe final. Et je trouve qu'il y avait quand même quelques scènes entre justement le sultan et les Anglais euh, qui fonctionnaient pas mal pour Oui, comprendre assez rapidement ce qui se passait et avoir un point de vue sur les événements, ou du moins conscience de ce genre d'événements dont on n'a pas l'habitude forcément, du moins en tant que lectorat occidental et notamment blanc, voilà, dont on n'a pas trop conscience, auquel on ne pense pas. Donc ça, je trouvais ça plutôt pas mal. Et donc après, pour finalement, effectivement, mais bon, tout est un peu endormi par des paragraphes trop longs, des phrases trop longues parfois, et on ne sait pas trop où on va, et certains événements vont un peu vite, et tu dis pas qu'ils sont un peu débordés par ce qui se passe en réalité, mais juste, c'est lié à la forme et à la mise en récit, donc c'est ça qui est un peu dommage. Et pour la fin, effectivement, bon, on s'imagine que voilà, la princesse et Sundus
continue de fuir et après être allé dans ce premier village, qui vit un peu café en fait, et qui ont réussi un petit peu, à s'extraire, on va dire, de l'esclavage environnant, et là ont quand même conscience que les pouvoirs politiques en place vont changer et que possiblement enfin les populations noires vont être un peu plus tranquilles, du moins un petit temps. On sait que c'est plus compliqué que ça dans le conte et dans la vraie vie. Euh, la princesse dit genre bah on va revenir finalement à Zanzibar et donc ils quittent le village parce que ils se sentent finalement même plus en sécurité dans le village et à raison. Euh, Et arrive la fin, où d'un coup, voilà, ils sont censés traverser un plan d'eau. Et la scène, est, je trouve, même dans la façon d'être écrite, effectivement, sort un peu de ce à quoi on a été habitué jusqu'à présent, tout le roman, va un peu vite. Et tu as l'impression que c'est une espèce de mini-histoire, de mini-conte avec une mini-morale au sein de la chose globale, de l'objet global, et en même temps sans qu'il y ait vraiment de, je sais pas, de point final très clair ou trop abrupt. Enfin, pareil, j'ai été très surpris et je sais pas trop où ils voulaient en venir finalement avec cette fin-là. Ah J'ai du mal bah, à savoir où tirer. moi, pour moi, c'est, on sort pas de sa condition sociale. Il y avait quand même, plein d'histoires dans l'histoire. Ourou, on connaît même, ce qui va lui arriver après cette fin-là. Le sultan, pareil. Donc en fait, il nous j'ai l'impression que pour chaque catégorie de personnage, il nous dit quand même ce qui va se passer, même après la fin de son récit à lui. Et pour tous, bah voilà, c'est un échec. Et moi, vraiment, pour moi, c'est, tu peux pas, tu, tu, enfin, il y a un côté très fatalité. Les 2 vieillards préviennent que pour chacun toute fuite est impossible. Ouais, ben moi j'ai quand même cru qu'il y avait une solution, quoi. Cette ville où il y aurait, selon les continentaux, il y aurait pas de Dieu, machin. Enfin, moi, à un moment donné, je me suis dit, le problème va venir de ce qu'ils veulent eux deux, ce que le couple veut. Pourtant, on nous prévient, hein, parce que comme tu dis, il a une écriture très répétitive et une fois que tu sais la fin, que tu relis les 30 dernières pages, t'es là, oui. On nous Oui, prévient, puis mais il y enfin, a l'antagoniste est là, hein. ouais, ouais. Non, puis en fait, je comprends le message de base. En gros, les colons sont partout. On peut toujours être un corps qui est colonisé en tant que femme, parce que effectivement la princesse a été mariée, elle est veuve, elle avait un mari qui était absolument affreux, qui la trompait énormément, elle le savait. Donc l'intérêt était ici de récupérer le pouvoir sur lui d'une manière ou d'une autre, sachant qu'elle n'aura pas le pouvoir, mais c'est son mari, donc elle veut le pouvoir. On peut être colonisé et colonisateur de plein de façons différentes, sur des corps différents, voilà, sur des populations différentes, etc. Parce qu'effectivement, bah, le sultan et possiblement les populations arabes autour du sultan se retrouvent colonisées également, ne sont plus maîtres elles-mêmes ou en mode un peu contre-maîtres véritablement dans la période présentée du roman parce que juste ils n'ont aucun pouvoir et on ne cherche pas à spécialement faire en sorte parce que l'intérêt c'est vraiment de le dégager mais juste par étapes. Enfin, il y a tout ça qui est un peu particulier. Et puis, bon, bah, la princesse, elle est un peu ballottée en tant que corps de femme qui aimerait avoir du pouvoir et en même temps qui tombe amoureuse. Mais il y a quand même, c'est quand même une espèce de grande quête aussi autour du pénis de Sundus qu'il aimerait récupérer ou de ses testicules. Enfin, c'est quand même très particulier. Par exemple, ça, j'ai pas réussi à vraiment rentrer dedans. Donc, je comprends parce que c'est vraiment le signe comme quoi il a été réduit en esclavage et réduit même dans son corps d'homme, etc. Dans sa liberté de procréer, sa liberté de laisser un nom, des choses comme ça. C'est rappelé. Mais en fait, rapidement, on glisse vraiment surtout là-dessus et d'un point de vue corporalité, sans que ce soit très symbolique ou mise en scène de manière très symbolique. Et donc, ça perd sur le message, je trouve, global. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Ben, moi, c'est là où Sundus est un personnage gris parce qu'en fait, il décide de. En fait, on dirait qu'il réfléchit jamais vraiment, il fait que subir et en même temps, c'est lui qui prend la décision Ouais, de dire à la princesse, bah, tu viens avec moi, alors que franchement, il n'en avait pas besoin. C'est lui qui dit, bah, ma liberté, c'est son corps, donc c'est ma virilité. Et en même temps, en fait, donc moi, c'est ce qui fait de lui un personnage gris. Parce qu'en vrai, c'est quand même le personnage, je pense, le plus positif du récit. Mais, oui, bien sûr. mais après, bah, j'avais hésité à faire ça coule de source sur ce sujet-là, sur les eunuques, parce qu'en fait, Ouais,
tout ce qui est expliqué, mais c'est ça quand on connaît un peu l'histoire byzantine, ça renvoie vraiment, au statut de l'eunuque, chez les Byzantins. D'ailleurs, à un moment donné, il dit, «Pas tout à fait homme, mais pas tout à fait femme» et tout, et ça peut paraître hyper cliché, mais en fait, dans l'Empire byzantin, le statut d'eunuque est un troisième genre. Il y a 3 genres dans l'Empire byzantin. Donc il est plus respecté socialement Il a une case, il a une et catégorie. symboliquement? Il a une catégorie, Ouais, et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est là, tous les il est reconnu en passages tout où cas. du coup il a accès au corps et à l'intimité de la princesse, ça c'était, exactement, ce qui se passait, pour les, impératrices byzantines et les princesses byzantines. Elles étaient lavées et cetera par des, eunuques et pas par des Mmh, femmes. Heu donc je trouvais ça hyper intéressant parce qu'il y a une continuité, on n'est pas c'est pas à la même époque, c'est pas au même endroit, mais culturellement, il y a une continuité qui était hyper intéressante. Mais je m'étais mmh. dit: «Je le fais pas parce que c'est quand même un peu hors sujet», mais lui, dans son Oui, bien statut, sûr. tu revois tout ça, et en fait, du coup, moi, bah, voilà, sa quête de retrouver, son membre, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, et en même temps, je me dis: «Bon, bah, si ça m'était arrivé, peut-être que ça serait ma priorité aussi», Oui, non, et bien sûr. son analyse de, «Ma liberté, c'est son corps, donc je dois de nouveau être entier». Heu, Bah, en fait, tu es là, beh, il peut pas, analyser beaucoup plus loin. C'était un gosse quand ça lui est arrivé, on lui a jamais rien je trouve qu'on Mmh. ressent bien, l'ignorance des, des Oui, ça pour le coup, personnages. oui. Donc il y a aussi un côté, heu société décadente, parce que tout le monde est ignorant, quoi, ignorant de son Mmh. corps, ignorant de sa culture, des raisons qui font que sa culture est telle qu'elle est, ce genre de choses. Donc en fait, au final, que sa quête ce soit ça, bah, tu te dis: «Bah, ouais, mais qu'est-ce qu'il peut faire, d'autre?» Bah, peut-être aller chercher Oui, son père. Je pense que voilà, il avait le choix oui. entre les 2 trucs, quoi, c'est tout. Et c'est vrai que globalement, l'intérêt est quand même de montrer un aspect très, très, enfin, comment dire? Où on va pas chercher forcément aussi, la finesse, mais là, c'est pas grave parce que c'est pour montrer des systèmes où, voilà, dès qu'il y a plus d'esclaves, les maîtres ne savent rien faire, et j'étais un peu là dans la façon dont il l'exprimait, du moins, je trouvais ça un peu rapide pour le faire, mais je comprenais l'intention et elle était en tout à fait bonne. Et de même, montrer que les anciens esclaves, certains, bah, commencent à devenir aussi une société décadente, tout de Mmh. suite parce que forcément ils sont en liesse, ils veulent profiter, mais malheureusement, bah, en fait, il faut retrouver un système un peu à l'équilibre parce qu'il faut bien qu'ils mangent eux aussi, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, ils veulent pas retourner dans tous les espaces où Heu, ils pouvaient travailler juste même pour se nourrir dans les champs et cetera, parce que ça continue à partir aux maîtres qui attendent que les esclaves reviennent de leur plein gré, et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais ça, en fait, il y a un moment qui était hyper intéressant d'écrit là-dessus, où en fait, bon, la société se retourne, mais en fait, bah, ils sont tous un petit peu dans des ils ont des points communs, en fait, parce qu'il y a ceux qui veulent plus faire dans ces conditions, ceux qui savent pas faire, et ils n'arrivent pas à trouver un «compromis» entre guillemets, et il y a plein de choses comme ça où en fait, ils sont tous un peu en quête de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Mais c'est tout, enfin, il y a des choses qui sont, ouais, très, très longues, des choses qui sont un peu trop courtes, et ça, c'est ça qui m'intéressait le plus, là, ce que je viens de dire, par exemple, et c'est en quelques pages à peine, pas trop mal écrite en plus, et après on revient sur, les états d'âme de lui, et c'est le truc, c'est que en fait, c'est ça, c'est que je comprends le fait qu'il puisse pas trop conscientiser les choses de manière très, 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 très poussée, parce qu'il a une ignorance sur son corps, il a une ignorance, il a pas vraiment d'histoire, en plus, forcément, Sundus, évidemment, et pas vraiment d'expérience du monde et quoi que ce soit. Mais en même temps, c'est donc très long pour dire ça et le répéter, Ouais. alors que, bah, on comprend qu'effectivement, il veuille une nouvelle vie et cetera, et que ça passe d'abord par la réappropriation de son corps. Mais en même temps, c'est pour essayer de posséder le corps de quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est un peu, Et ouais. c'est un peu particulier quand même. Est-ce que J'ai du mal à suivre effectivement, et donc encore une fois, y apporter de l'affect et de l'empathie, en fait. Bah, c'est ça, mais au final, tu te dis, bah, en fait, ils se valent tous. Alors bien sûr que ceux qui Oui, subissent, ils font plus de peine que ceux qui font subir, mais au bien final, ils sûr. se valent tous, et au final, il y a un message hyper universel derrière, très négatif, sombre, mais en fait, au final, voilà, l'humain sait pas exister sans exploiter, sans posséder, par ce désir de possession, et je pense que, ouais, enfin moi, vraiment, j'ai vu la morale de cette histoire, vraiment là-dedans. Au final, lecture, difficile quoi, de se dire,
Positif, je dirais pas négative, mais en même temps, est-ce que je pourrais le la recommander facilement? Faut avoir, je pense Bah, qu'il faut peut-être avoir une habitude avec ouais, ce genre d'écriture. en fait, je me dirais peut-être pas celui-ci forcément, surtout peut-être pour rentrer dans l'univers de l'artiste.